droit, un peu d'économie, un peu de sciences politiques, et tout ça sous le prisme des affaires européennes, ou de l'Union européenne. Et je suis en double diplôme, donc je fais une année à Paris et une année à Berlin, parce que comme Madame Farah l'a dit, je suis franco-allemande. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En ce moment même, je fais une année de césure, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est une année où on ne va pas à l'école, enfin on ne va pas à l'université. Et moi j'ai décidé de faire des stages pour essayer de savoir ce que j'aimerais peut-être faire comme métier plus tard. Donc j'ai commencé par un stage dans une entreprise énergétique française qui s'appelle Engie. Peut-être que vous connaissez parce qu'ils fournissent beaucoup d'énergie dans toute la France. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les relations entre l'Union européenne et la Russie. Engie a aidé à ce qu'on soit le plus indépendant possible de l'énergie qui vient de Russie. Parce que j'imagine que vous avez suivi que la Russie a agressé l'Ukraine il y a bientôt 2 ans. Donc ça m'intéressait beaucoup. Maintenant, je fais un autre stage au ministère de l'économie, où je travaille un peu sur les mêmes sujets. Comment est-ce que la France peut défendre ses intérêts au sein des institutions européennes sur toutes les lois qui sont relatives à l'environnement et à l'économie en général, au soutien aux entreprises. Et grâce aussi au soutien de Madame Farah, je vais bientôt commencer un stage à l'OCDE. C'est une organisation internationale qui s'occupe de la coopération économique entre les différents pays. Et moi, je vais m'occuper, enfin, je ne vais pas m'occuper, mais je vais contribuer au travail du bureau Ukraine, donc toujours ici en lien avec la Russie. Et je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur ce que j'avais appris pendant ma période de Moon. Surtout, n'hésitez pas du tout à m'interrompre si y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous voulez des précisions. C'est surtout pour venir vous voir, vous présenter les résolutions que je suis venue. Donc voilà, comme vous à l'époque, moi, Madame Farah, c'était ma professeure de Moon. Dites-vous que même 5 ans après, j'ai pu voir une personne que j'avais rencontrée à Dubaï pendant qu'on était en voyage à Mumbai en Inde, parce que j'ai fait un échange universitaire là-bas. Donc, comme quoi en fait les amitiés que vous allez nouer maintenant, elles peuvent durer très très longtemps. Mais pour ce qui est des compétences que peuvent vous apprendre les Moon, il y en a beaucoup. Peut-être que vous avez déjà identifié quelques-unes d'entre elles. Oui. C'est quoi des Moon? Ok. Donc Moon, c'est l'acronyme, ça veut dire que c'est les premières lettres de Model United Nations. Voilà, de Model United Nations. Donc c'est un jeu de simulation qui va jouer à être un diplomate, à te mettre dans la peau de la personne qui représente le pays qui t'a été attribué, par exemple la Chine, la Russie, l'Allemagne, et tu vas te mettre dans la peau de ce pays pour défendre les intérêts de ce pays sur une thématique donnée. Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est quelle régulation internationale mettre en place pour assurer une conquête spatiale pacifique et pérenne tout en prévenant la militarisation de l'espace. Grande question. Grande question. Est-ce que ça précise un peu? Ouais. Après, c'est surtout en jouant que tu vas t'en rendre compte, hein, parce que moi j'avais les mêmes interrogations au début et j'en ai encore plein, pour être tout à fait honnête. Alors, pour te donner un peu envie de plonger dans cette sphère un peu unique des Moon, parce que parfois c'est presque sectaire hein, quand on voit à quel point certaines personnes sont fans des Moon. Je pense que ça peut vous apprendre à devenir très persuasif et à apprendre à convaincre les gens. Alors pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, vous allez devoir défendre les intérêts du pays, mais avec des arguments bien construits. Et ça, c'est une qualité qui est super importante dans la vie en général. Si vous voulez aller voir un prof pour qu'il renégocie votre note, si vous n'êtes pas vraiment d'accord,
si vous voulez négocier votre salaire plus tard, si vous voulez défendre tout simplement des valeurs qui vous tiennent à cœur, c'est super important de bien savoir convaincre. Une autre qualité que peuvent vous apporter les moons, c'est de comprendre très rapidement un sujet qui est très compliqué. Dans beaucoup de situations dans la vie, on a un temps très limité pour comprendre des problèmes et trouver des solutions. Et c'est un peu ce qu'on va vous demander aussi. On va vous demander aussi d'improviser. Ça, je le vois tout le temps au ministère. Vous devez très rapidement essayer de proposer quelque chose qui fait sens. Pour l'instant, c'est très abstrait ce que je vous dis, mais vous allez voir que j'espère que ça sera logique par la suite. Et puis, une troisième qualité que je me suis remémorée en préparant ce petit exposé, c'est d'être fort de proposition. C'est-à-dire que quand vous allez négocier, vous devez être très créatif. Alors, je vous ai lu cette question qu'on va aborder qui est assez compliquée, mais avec votre imagination, vous allez avoir une approche qui vous est propre à ce problème que les dirigeants du monde entier sont en train de discuter. Et en fait, vous devez être fort de proposition, mais vous avez un cadre. Vous ne pouvez pas inventer n'importe quoi. Parce que, puisque vous défendez un pays spécifique, ce pays, il a des lignes rouges. Quand vous êtes diplomate, vous ne représentez pas votre position à vous, mais vous présentez la position du ministre des Affaires étrangères. D'accord? Donc, ce ministre des Affaires étrangères, il vous a dit, vous avez le droit de négocier ce sujet, mais attention, vous n'avez pas le droit de dépasser cette ligne rouge-là. Ça, pour notre pays, c'est pas possible. Donc, vous pouvez avoir des accords sur d'autres sujets, mais ça, impossible. Donc, vous devez être créatif, mais attention, il y a des règles. Alors, c'est un peu abstrait, comme je vous ai dit, mais lorsque vous allez jouer, il y a quelque chose qui va se passer qui fait que vous allez donner vie à cette simulation. C'est un peu abstrait à nouveau, mais dans les vrais moons, vous avez des personnes qui viennent par exemple en habit traditionnel. Si vous représentez le Japon, il y a des gens qui viennent en kimono, par exemple. Donc ça montre que si vous prenez vraiment au jeu, il y a plein de choses qui peuvent se passer et certes il y a des règles, mais vous pouvez en inventer aussi. Donc ces règles, elles peuvent parfois être un peu agaçantes et parfois un peu frustrantes. Au début, je me demandais pourquoi j'avais pas le droit de prendre la parole comme ça, juste en levant la main. Mais en fait, ces règles, elles existent pour que vous soyez efficace, pour que vous trouviez rapidement des solutions et qu'il n'y ait pas trop de chaos, en fait, finalement. Donc je voulais vous rappeler quelques règles, je ne sais pas si vous les avez déjà un peu abordées. Okay. Non, c'était. J'ai attendu que tu viennes. Ok. Est-ce qu'on a un feutre par hasard? Ok, top. Mais enfin, vous allez voir, ça peut être un peu compliqué, mais une fois qu'on est dans le jeu, ça devrait aller. Donc, vous avez dans le jeu des délégués. Donc vous, chaque pays. Merci. Ah, oui, bah, je vais l'écrire au tableau. Merci. Vous allez avoir quelqu'un qui sera la présidence. La présidence, c'est la personne qui va modérer le débat. Donc, cette personne, ou ces personnes, ça dépend, vont d'abord procéder à un appel, comme au début de chaque cours. Est-ce que la Chine est là? Est-ce que la Russie est là? Est-ce que l'Allemagne est là? Etc. Donc ça, c'est la première étape. Donc faire l'appel. Faire l'appel, voilà. On va faire ça tout ça. Faire l'appel. Vous pouvez écrire, hein, parce que les prochaines fois, c'est vous qui allez présider les comités, et donc il faudra connaître les règles et les suivre. Donc, première étape, assez simple, faire l'appel. Donc, vous devez vérifier que tout le monde est là. Alors là, j'ai entendu qu'il y avait quelques camarades qui suivaient.
qui manquait. Vous imaginez que dans les vraies situations, si la Russie n'est pas à la table alors que vous discutez d'un sujet qui est hyper important ou que la Chine n'est pas là, ben vous ne pouvez pas voter votre texte. C'est important de prévenir avant de se désister. Parfois, il y a des imprévus, ça existe, hein, même à l'ONU. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et ça, c'est assez rapide, c'est le rappel des procédures. Oui. Si on est une personne, parce que. Oui. Quand je parle à la télévision, on a une personne, c'est quoi? Est-ce que c'est la personne qui est valable? Dans la vraie vie ou dans le jeu de simulation? Dans les deux cas. Ce qui se passe, c'est que la personne, à la fin, ne pourra pas voter la résolution. La résolution, donc, c'est les solutions qui sont apportées au problème. Et en tant que pays, tu as envie que ce soit tes intérêts qui soient défendus. Donc si tu n'es pas à la table, et tes adversaires, eux, ils vont se frotter les mains, ils vont se dire « Ah bah super, moi je vais pouvoir pousser mes idées sans que mon adversaire va essayer de pousser les siens. » C'est comme si tu as un match de foot et que tu as une personne de l'équipe qui ne vient pas mais que tu n'as pas de remplaçant. Et si tu es 10 face à 11, c'est sûr que tu perds l'avantage. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. La deuxième étape, c'est le rappel des procédures. Donc la présidence rappelle le thème, comme je l'ai fait au début, dont vous allez parler. Donc quelle régulation internationale mettre en place pour... Comme ça, tout le monde est au courant de quoi on va parler. Et puis après, il va aussi dire comment il décide de structurer la séance. On va commencer par la présentation des différentes positions. On va après procéder à une présentation de résolution, etc. Ça dépend aussi de la présidence, même s'il y a des règles. Troisième étape, tout le monde autour de la table doit dire, en quelques secondes, quelques phrases, ça ne doit pas être très long, quelle est la position de son pays. Un petit résumé, juste. Pour que comme ça, chacun comprenne un peu comment vous vous positionnez par rapport au sujet. Donc, on va dire présentation. Des pays. Je casse un peu. Encore des règles, vous avez dit beaucoup de règles. Quatrième, c'est que la présidence va demander qui souhaite prendre la parole pour présenter une résolution. Et donc là, quelqu'un de courageux ou pas, il en prend un peu du courage quand même pour parler devant une personne, va venir et dire la Russie, je dis toujours la Russie, mais on va dire l'Inde, souhaite présenter une résolution. Donc l'Inde vient au tableau et va nous projeter des propositions et va nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle souhaite défendre ce point-là plutôt qu'un autre. Donc c'est l'explication de la position du pays. Non, pas l'explication de la position, mais je veux dire l'explication des solutions qui sont apportées au problème. Encore très abstrait, vous allez voir, ça va se concrétiser. Donc, présentation d'une résolution. Donc, le délégué va présenter. Et puis après, les autres pays vont peut-être avoir des questions. Donc la présidence va demander, y a-t-il des questions dans la salle? Question implique réponse ou pas. Vous pouvez décider, si vous avez envie, de répondre, mais ça peut être aussi une stratégie de dire non, je ne souhaite pas répondre à cette question si ça vous embarrasse trop, si vous n'avez pas de réponse tout simplement parce que c'est trop compliqué ou
dialogue, s'il n'y a aucun débat, ça peut peut-être être un peu étrange que ça soit que la personne qui présente et qu'elle n'ait pas de répondance, c'est un peu frustrant. Mais ça peut être une stratégie aussi de ne pas répondre. À voir en fait. Il y a différentes, tu sais, il n'y a jamais une simulation qui ressemble à une autre. Parce qu'en fait, c'est vous qui décidez d'en faire quelque chose de vivant, de moins intéressant. En fait, enfin, tout dépend de vous. En fait. Tout dépend de la posture que vous allez adopter. Donc, on en était donc, aux questions. Après ces questions, la présidence peut vous dire maintenant, vous avez le droit de vous déplacer partout dans la salle et vous pouvez nouer des alliances. Donc là, vous allez devoir penser stratégique. Vous allez devoir vous dire, ok, là, on a eu une présentation. Je suis d'accord avec, enfin, mon pays est d'accord avec ce point-là et ce point-là, mais pas vraiment avec celui-là. Quel autre pays pourrait me soutenir dans la défense de mes intérêts? Parce qu'ils ont des intérêts communs. Okay. Donc là, vous allez vous déplacer dans la salle et vous allez vous mettre dans un coin pour que votre adversaire ne vous entende pas. Et vous allez voir, est-ce qu'on pourrait peut-être modifier le texte qui nous a été projeté au début, donc la résolution qui nous a été présentée. Et vous allez commencer sur un petit papier, par exemple, à écrire « Je souhaite rajouter une virgule à la clause numéro 3 ». Les clauses, en fait, c'est les différentes compositions qui se font. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le langage diplomatique. Donc vous allez dire ça et vous allez donner ça à la présidence, qui va avoir peut-être plusieurs amendements. Donc je note ça. Ça s'appelle les débats informels. Donc ça s'oppose au débat formel où tout le monde est bien à sa place et où la présidence modère tout. Mais c'est pas obligatoire. Tout dépend si la présidence veut le faire ou pas. Peut-être marqué proposition d'amendement. Peut-être marqué proposition d'amendement. Oui. J'écris un peu mal, hein, j'espère que... C'est très clair. C'est bon? Ok. Vous pouvez aussi, dans vos amendements, demander à supprimer une chose. Là, vous vous dites, enfin, là, il y a un pays qui propose quelque chose qui va au-dessus de vos lignes rouges, qui les transgresse. Vous dites, ah non, ça, c'est pas possible. Je demande à ce qu'on supprime le point numéro 3, par exemple. Ça, c'est une proposition d'amendement aussi. Et puis après, il va falloir voter ces amendements. Comment est-ce qu'on fait pour décider quelle modification on garde ou pas? Et ben, on fait un vote, tout simplement. On lève la main. L'Allemagne est pour, bah, elle lève la main. Si elle est contre, et bah, elle lève la main quand la présidence dit... Qui vote pour, qui vote contre. Et vous avez le droit de vous abstenir aussi. La même chose pour les questions, que pour les questions. Si vous n'avez pas envie de donner votre avis, et ben, ou que vous n'êtes pas sûr, ou que ça vous va, mais pas vraiment, ben, vous pouvez vous abstenir. Donc, vote nul. Et une fois que tous les amendements sont votés, donc là, à ce stade, vous avez la résolution avec toutes ces modifications, donc toutes celles qu'on a votées, et ben, vous allez reprocéder à un deuxième vote, ou un énième vote en fonction du nombre d'amendements que vous avez eu, mais cette fois-ci en prenant toute la résolution dans sa globalité. Vous allez dire, est-ce que vous êtes pour ou contre cette résolution? Et après, bah, soit elle passe, soit non, mais vous vous retrouvez avec un résultat. Et ce résultat, bah, ça peut être qu'il n'y ait pas de résolution. Hein. Si jamais vous avez... si la majorité a voté contre sa résolution, et ben, il n'y en a pas. Mais ça arrive très souvent dans la vie aussi. Donc c'est pour ça que pour trouver des solutions qui conviennent à la majorité, et ben, il faut trouver des compromis. C'est-à-dire qu'il faut
avoir des alliances. Ça, c'est très important. Alors juste, ah oui, j'ai oublié de continuer à... Les débats formels. Liste. Donc on est à 7, donc débat informel, proposition d'amendement. Et après les débats formels avec les... Voilà, donc là on reprend les débats formels. Donc, vote d'amendement. Vote d'amendement. Hop, vite. Après le vote d'amendement, c'est le vote de la résolution. Le vote de la résolution. Peut-être un tout petit point technique, une résolution, elle se structure en deux parties. Ça va, merci. Donc, on a une première partie qu'on appelle donc des clauses introductives. Ça, hein, vous confirmez? C'est ça. Ça date un peu. Hein. Donc, des clauses introductives. Donc, c'est des clauses qui vont permettre de donner du contexte. Vous imaginez bien que le sujet de la conquête spatiale, ça date pas d'aujourd'hui ou de Madame Farah qui vous donne ce sujet. Ça date il y a bien longtemps, de la guerre froide, ça doit vous rappeler, j'imagine, vos cours d'histoire, peut-être. Et donc, il y a des résolutions qui ont été votées depuis la création de l'ONU, et c'est bien de les lire si vous pouvez, voilà, pour avoir un peu de contexte. Et donc, vous pouvez rappeler ces choses-là dans les clauses introductives. Mais vous pouvez aussi ajouter des valeurs, par exemple, que votre pays a. Si votre pays, il est très attaché à ce que les pays travaillent ensemble pour tout ce qui est la recherche scientifique, par exemple, et ben vous pouvez ajouter dans ces clauses introductives, alors je crois que ça commence par un verbe, voilà, Avec un ANT, voilà, qui termine Gérandi. par un ANT. Par exemple, rappelant, Affirmant. voilà, affirmant l'attachement de la communauté internationale à la coopération universitaire. Bon, ça semble un peu compliqué comme structure de phrase, mais on peut faire beaucoup plus simple. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui? Ok. En fait, regarder des résolutions, ça permet aussi de s'inspirer. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de le faire. Elles sont en libre accès sur Internet. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas quelle est la position au collège sur l'intelligence artificielle, mais je pense que pour ce type d'exercice, ça peut vraiment être super utile. Vous demandez à ChatGPT, par exemple, de vous résumer une résolution qui peut être très compliquée en quelques phrases. Ça se fait, hein, même les diplomates utilisent ce type d'outil aujourd'hui. Et ben, ça peut vous permettre d'avoir une clause introductive. Et puis, donc la deuxième partie de la résolution, après ces clauses introductives, ce sont les clauses d'action. Donc ces clauses d'action, ça va être concrètement les solutions que vous trouvez au sujet qu'on vous a posé. Alors, clauses d'action. Et celle-là, il faut commencer par... Un verbe au présent de l'indicatif, affirme, propose, invite ou incite instamment les États membres de... Voilà, là c'est vous y allez de manière très claire, affirme, déclare, demande un cessez-le-feu par exemple. Des questions qui sont d'actualité. Pour la clause d'action. Pardon? Pour la clause d'action. Ouais, pour les clauses d'action. Donc là c'est plus l'introduction, vous rappelez le contexte, ce
qui vous tient à cœur en tant que pays. Et puis là, c'est les solutions. Là, c'est on doit faire ça, 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 ça. Exactement, c'est ça. Enfin, c'est des points comme ça, hop, qui se suivent. Sachant qu'en fait, ce qui est le cœur de la résolution, c'est ça. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce que vous proposez, c'est les solutions. C'est là où vous mettez le cessez-le-feu. Là, vous mettez, dans le cadre d'une guerre, par exemple, pour schématiser, hein, là c'est très schématisé, vous mettez que votre pays est attaché à la paix, et là vous mettez, on demande un cessez-le-feu. Un petit point, c'est faites attention aux points que vous mettez dans les définitions, donc que vous pouvez mettre aussi dans les clauses introductives, parce qu'en fait une définition, par définition, elle va définir tout ce qui va s'appliquer après aux clauses d'action. C'est abstrait, je vais vous donner un exemple. Si vous dites qu'il faut que les pays prennent des mesures pour réduire la pollution, ok, c'est une phrase, mais ça peut être interprété différemment. Peut-être que ce pays-là va interpréter la pollution différemment que l'autre pays. Sauf que si vous voulez avoir un réel impact, eh ben, il faut être précis dans ce que vous écrivez. Par exemple, vous allez dire les pays doivent réduire de 25% d'émissions, de 25% leurs émissions de CO2. Et quand vous parlez de pollution, vous pouvez préciser pollution atmosphérique, etc. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le contexte. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez être un bon délégué? Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou pas? Ah oui, oui, tout à fait. Donc comment est-ce que vous pouvez être un bon délégué? Donc un bon diplomate qui défend bien les intérêts de son pays. Alors, la première étape, quand vous recevez votre pays, est-ce que vous en avez déjà là ou pas de pays? Ok, juste pour faire un rapide tour de table, toi par exemple c'est Le Brésil. le Brésil, ok. La France. La France, Le Japon. le Japon, L'Allemagne. l'Allemagne, La Chine. la Chine, ok. Le Royaume-Uni. Royaume-Uni, Le Mexique. Mexique, Italie. Italie. La Russie. Ok, putain, pas mal. On a déjà pas mal de pays, très bien. Donc, quel est votre premier réflexe? Peut-être que vous avez déjà fait un peu de recherche sur votre pays. Voilà. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que donc, je reçois mon pays. Bon, je ne connais pas forcément la position de la Chine sur la conquête spatiale. C'est quand même assez compliqué comme sujet. Donc, ici, encore une fois, l'intelligence artificielle, elle peut vous aider si vous n'avez pas vraiment le temps, parce que j'imagine que vous avez aussi plein d'autres devoirs à côté des Moon. Ça peut vous aider. Regardez des vidéos sur YouTube, ça peut être super aussi. Par exemple, le dessous des cartes. Le dessous des cartes. C'est la chaîne YouTube. Ouais. Tu connais? T'as déjà entendu? Ouais. Il y avait un monsieur qui était très connu, qui faisait cette émission, qui est décédé, mais maintenant ça a continué. Et c'est vrai que ça résume en 2 minutes 30 un sujet assez compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Il y en a un aussi sur le sujet qu'on va aborder. Donc vous utilisez des journaux, tout ce que vous avez sur Internet pour essayer de comprendre quelle est la position de la Chine, par exemple, par rapport au sujet donné. Ok. Après, certains moons vont vous demander ce qu'on appelle des position papers, donc des papiers de position. C'est une page qui résume cette position de votre pays. Bon, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire, mais je vous encourage quand même à noter ces points, parce que ça va vous permettre de ne pas oublier ce que vous voulez dire. Et ça peut vous permettre aussi, rappelez-vous, ici, de présenter à vos camarades quelle est la position de votre pays. Et ça vous permet donc d'avoir vos idées au clair. Donc l'objectif, comme je vous l'ai dit au début, c'est, quand vous faites ces recherches, de savoir quelles sont vos lignes rouges. Qu'est-ce que vous avez le droit de dire et qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de dire surtout.
Et une règle très importante aussi, là c'est un peu une liste que je vous fais, je vous donne les infos comme ça, vous gardez ce que vous voulez, et puis de toute façon c'est en jouant que vous allez vraiment comprendre ce que vous avez appris. C'est quand vous parlez, vous ne dites pas je pense que il serait bien qu'on mette en place un cessez-le-feu. Non. Vous allez dire l'Inde estime qu'il est nécessaire de mettre en place un cessez-le-feu. En fait, c'est juste, vous parlez comme vous parlez tous les jours, mais vous ne dites pas je, vous utilisez l'Inde. D'accord ? Parce que vous ne représentez pas votre propre personne et votre opinion, mais vous représentez évidemment celle de votre pays. Et un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est que vous avez toujours un avantage à faire ces recherches, qui sont parfois un peu pénibles, mais qui sont indispensables. Parce que quand vous arrivez et que vous avez une proposition de résolution, ben vous avez déjà une longueur d'avance sur les pays qui n'en ont pas. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous disais d'être fort en proposition, c'est vraiment un avantage dans ce jeu. Dans la vie en général, hein, mais... en fait, je ne suis pas très âgée pour vous donner des conseils aussi de vie. Enfin, je reste à ma place. Après, aussi, donc là, vous avez vu que vous avez plein de pays différents. Il n'y a pas beaucoup de pays africains, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de dire, alors qu'il y en a énormément à l'ONU. Et vous pouvez aussi demander à Mme Farah, par exemple, de diversifier ces pays, parce que c'est vraiment d'actualité. Tout le monde veut avoir les États-Unis ou la Russie, parce que bon, ils ont une place importante au sein de l'ONU. Mais en ce moment même, il y a beaucoup de débats dans le monde pour réformer la manière dont fonctionne l'ONU. Parce que le Conseil de sécurité, qui est donc, enfin, pour faire simple, donc une instance dans laquelle se rassemblent les 5 pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, dont la France qui a négocié sa place aussi. Ça c'est un autre sujet. Pour discuter de sujets liés à la sécurité, donc par exemple ce qui se passe au Moyen-Orient ou ce qui se passe en Ukraine, bah, c'est discuté au sein du Conseil de sécurité et non pas dans d'autres groupes de travail qui peuvent traiter d'autres sujets très différents, comme par exemple l'économie, quoi d'autre, l'OMS, l'OMS, voilà, la santé, l'environnement. Voilà. Donc l'organe historique et le, on va dire, celui qui est le plus connu, c'est le Conseil de sécurité. Je m'éparpille, mais ce que je voulais vous dire, c'est que donc, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie ont un droit de veto. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit de veto? Ça veut dire que, ici, à cette étape-là, quand on fait le vote de la résolution, et que, qui était, par exemple, la France? C'était toi, c'est ça? Si la France décide qu'elle est contre cette résolution, et ben même si tous les autres pays qui étaient à la table ont voté en faveur, et ben ça peut. Vous voyez le pouvoir pour ces pays. Et vous pouvez vous imaginer aussi que plein d'autres pays, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, qui n'ont pas ce pouvoir énorme de veto, bah, ça leur plaît pas forcément et que ça mène à des grands débats parce que ces pays qui avaient le droit de veto, c'était, il y a plein de raisons, mais c'était une sorte de récompense à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, mais les équilibres de force, ils ont changé depuis. Donc bon bref, tout ça pour vous dire que je vous encourage à prendre des pays qui sont qui ne font pas partie de ces 5 que je vous ai nommés. Voilà. Notamment l'Inde, etc. Parce qu'en fait, vous avez des pays qui ont des positions intéressantes parce qu'elles sont moins clivantes. Ce que je veux dire, c'est que l'Inde, par exemple, elle va pouvoir faire des compromis à la fois avec la Chine, la Russie et les États-Unis, là où, pour des raisons historiques, ça sera beaucoup plus dur de trouver des compromis entre les États-Unis et la Russie, par exemple. Donc ça peut être stratégique pour vous de prendre des pays qui sont un peu
entre différents blocs idéologiques. Et après, vous avez des pays aussi qui sont à la fois durs et moins durs à défendre. Enfin, tout dépend de comment vous donnez vie à votre personnage. Par exemple, moi, je devais représenter la Syrie au Conseil des droits de l'homme. Bah, donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu dans l'actualité ce qui s'est passé, mais le régime de Bachar el-Assad n'était pas forcément connu pour être celui qui respectait le plus les droits de l'homme. Or, au Conseil des droits de l'homme, ce que vous devez défendre, normalement, c'est le respect des droits fondamentaux. Et donc là, vous pouvez bien vous imaginer que le régime de l'époque n'allait pas dire ouvertement qu'il ne respectait pas les droits humains. Mais pourtant, vous, en tant que délégué, vous devez dire si, nous, on faisait tout pour les respecter. Et donc, en fait, vous êtes assez vulnérable en tant que délégué. Mais vous avez un double discours. Vous devez quand même maintenir une certaine posture. Enfin bon, bref. En tout cas, il y a plein de combinaisons différentes quand vous êtes délégué. À vous d'adopter celle qui vous plaît le plus. Voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Je pourrais vous dire d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Alors souvent, ils posent la question « Ah, mais c'est difficile ouais, !» Donc, alors parmi les choses qu'on a mis en place, c'est des interventions, des gens qui sont venus leur parler, des spécialistes, des experts en la matière qui sont venus leur parler et qui reviennent pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour valider les propositions et les solutions proposées. Et donc je pense que tu as déjà répondu à quelques-unes de leurs questions, à savoir, même si c'est difficile, vous pouvez très bien vous en sortir assez rapidement et ne pas, il me semble, et ne pas utiliser beaucoup d'énergie pour juste 1 heure par semaine. Ils peuvent très bien s'en sortir et on n'est pas contre qu'ils s'aident à travers les moyens existants, puisque si on arrive à avoir un premier jet et après qu'eux, ils proposent des solutions innovantes, ça c'est ce qui est attendu peut-être. Oui, exactement. Et vous savez, les débats sur l'intelligence artificielle, ils ont vraiment évolué. Quand moi je faisais les Moons, c'était la première fois que j'ai entendu parler d'intelligence artificielle, parce que Madame Farah s'intéressait également au sujet. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encouragé. Moi aussi, je vous encourage justement à faire usage de ce type d'outils. Voilà, pour essayer de faire un maximum de Moon avec plein de propositions intéressantes. Voilà. Je pense qu'on peut faire confiance sur ça. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de rendre tout cela un peu plus concret? Ouais. Certains parmi eux ont déjà... Voilà. Donc, mais c'est super. Voilà. Trop bien. Donc on peut peut-être commencer. Oui, on peut faire ça. Alors, il nous faut un chef de comité qui prenne